Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu TDA Hebdo. Vous commencez peut-être à en avoir l'habitude désormais depuis quelques jours au cours de cette intersaison, pour le moins, on va dire, un peu plus calme en tout cas que d'habitude, même si on a lancé officiellement les hostilités de la campagne 2025 avec notamment la Free Agency depuis le 10 mars dernier. Ça tombe bien, puisque en cette semaine, on va tirer les conclusions supplémentaires, notamment de la deuxième semaine du marché des transferts made in NFL, savoir également un petit peu au bout de 15 jours ce qui nous a le plus marqué, le plus déçu, ce qui nous a le plus divisé également peut-être. Je pense que ça va laisser place à quelques légers débats au cours de cette émission. Vous l'avez entendu, il est déjà prêt. Raphaël Masmejean est avec moi. Salut Raph. Salut Grégory, bonjour à toutes et à tous. Oui, déjà prêt, je pense même au titre du podcast que j'ai choisi. J'ai hâte que tu découvres cette belle surprise. Écoute. Donc voilà, j'ai hâte qu'on y arrive. Très bien. J'ai moi-même hâte qu'on débatte de certains sujets parce que j'avoue que moi-même je suis resté pantois. Donc on n'a rien préparé. Bien sûr qu'on prépare les émissions, mais on n'a pas dévoilé les dessous de nos arguments. Donc voilà, je trépigne d'impatience par avance. Encore plus, je suis encore plus impatient que avant de connaître les signatures des futurs joueurs NFL. On va donc en parler, Raph. On vous renvoie encore une fois à certains épisodes que vous avez pu retrouver notamment ces dernières semaines pour débriefer la Free Agency en direct. Il y a eu notamment 2 émissions justement 2 soirs en direct sur Twitch et qu'on dû être relayées depuis, je pense, sur les meilleures plateformes de téléchargement parlant pour débriefer notamment le lundi et le mardi du début de la Free Agency. On a eu un TDA Hebdo également la semaine dernière pour analyser ça également en détail. Il me semble que tu étais avec Victor d'ailleurs après cette occasion. Donc on va faire le point sans plus tarder sur ce qui s'est passé donc au cours des derniers jours durant cette Free Agency. Et avant qu'on dévoile nos préférences, nos déceptions et nos désaccords potentiels, une actu chaude qui est tombée donc il y a quelques heures à peine, puisque on s'est laissé le temps de la réflexion du côté de New York au cours du week-end dernier. On s'est dit peut-être que Tommy DeVito ça va pas faire l'affaire cette saison. Donc, du coup, on a décidé d'envoyer du flouze. Alors, on avait eu la signature de Jameis Winston, ça c'était, je crois, dimanche ou lundi. C'est intervenu relativement tard. Peut-être même vendredi d'ailleurs, je dis une bêtise. Et depuis, on a donc une nouvelle signature puisque Russell Wilson, quarterback jusque-là des Pittsburgh Steelers, arrive donc dans la grosse pomme pour un contrat de 1 an et d'un peu plus de 10 millions de dollars la saison. Comment on doit analyser ça, Raph? Je sais que généralement tu suis les Giants de très près, peut-être d'un peu moins près qu'à une certaine époque. Mais est-ce que déjà tu es étonné par le fait qu'ils signent 2 vétérans comme ça en quelques heures à peine? Écoute, c'est vrai que ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on avait... Alors, je dis aussi avec le regard de quelqu'un qui a moins de connaissances, on va dire, sur les potentiels quarterbacks à la draft. Et donc, c'est vrai que du coup, de ce regard-là, ça peut paraître étonnant de prendre 2 vétérans d'un coup, parce qu'on va dire dans un schéma un peu classique avec une équipe qui a un choix de draft haut et qui cherche un quarterback, on est plutôt sur on prend un vétéran
un quarterback à la draft et le vétéran vient un peu encadrer. Là, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir 2 vétérans, ça peut laisser penser que New York est peut-être pas en position ou n'a pas envie d'aller chercher un quarterback à la draft cette année. Ça peut laisser entendre ça en tout cas. Donc là-dessus, je te laisserai en dire 2 mots. Je pense que tu as une meilleure vision de ça que moi. Mais voilà, après, donc, en partant du principe que New York ne veut pas forcément aller chercher un quarterback à la draft ou n'en a pas les moyens, c'est vrai que sur le marché, une fois que Sam Darnold a signé, Geno Smith a été transféré ailleurs, les Aaron Rodgers ne semblaient pas vouloir aller vers New York. Bon, il restait pas grand monde et donc finalement, j'ai envie de dire que Winston et Wilson étaient peut-être les moins mauvaises options restantes. On rappelle qu'il avait passé une visite justement il y a quelques jours, voire même une bonne dizaine de jours, je crois, du côté des Giants après être passé par Cleveland, de manière assez étonnante d'ailleurs au lendemain de l'échange avec Kenny Pickett qui avait envoyé le quarterback de Philadelphie dans l'Ohio. Mais donc du coup, c'est pas forcément une surprise en soi parce qu'il y avait manifestement un intérêt entre les deux parties, en tout cas des discussions qui étaient quand même assez actives. Après, en effet, comme tu le dis, c'est vrai que alors qu'ils avaient quand même le 3e choix de la draft, donc ça laisse quand même des belles perspectives pour aller prendre un quarterback. Manifestement, même si Brian Daboll faisait un peu de gringue à certains prospects du poste, peut-être qu'on s'est dit que le jeu n'en valait pas la chandelle cette année. Ça reste quand même une année charnière, on le rappelle, parce que c'est potentiellement la dernière de Joe Schoen, le general manager, et de Brian Daboll en tant que head coach. Bon, on va pas présager de ce qui va se passer. On a déjà vu des surprises avec des équipes qui misent quand même sur un quarterback rookie histoire de bien remplir la QB room. Mais là, c'est sûr que pour avoir Wilson pour 1 an et Winston pour 2, puisqu'il a signé pour 2 saisons, plus un quarterback rookie. Alors Winston, il vient peut-être un petit peu pour l'ambiance dans le vestiaire. On sait que c'est un grand déconneur, mais oui, ça peut éventuellement bouleverser un peu. Enfin, ça peut faire quelques petites histoires, et on sait que les médias new-yorkais s'en donneraient à cœur joie en l'occurrence. Et ça peut renvoyer les Giants vers les 2 autres prospects intéressants de la draft, à savoir ou Abdul Carter, le pass rusher, ou Travis Hunter, le très polyvalent receveur corner. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Pour terminer juste sur les Giants, Raph, comment on peut juger du coup globalement ce qu'ont fait les Giants? Parce que c'est vrai que jusque-là, ils avaient surtout fait des bonnes opérations à mon sens en défense. Offensivement, pour le coup, je sais pas si je suis totalement rassuré si je suis Russell Wilson et Jameis Winston en arrivant à New York. Non, effectivement, on a quand même l'impression, je trouve, du côté de New York, d'un surplace en termes d'attaque, ça me paraît évident. C'est vrai qu'il n'y a pas de renfort particulier. Alors oui, on a signé Darius Slayton, mais qui est un joueur correct, mais il n'a pas non plus, il n'a pas vocation de toute manière à non plus changer. Receveur numéro 3 a priori sur le papier. C'est ça. Il n'a pas vocation à changer cette attaque, on va dire. La ligne offensive paraît toujours extrêmement fragile, pour pas dire plus. Donc non, c'est très limité en attaque. En défense, effectivement, moi aussi, j'aime bien 1 ou 2 coups tentés dans le backfield défensif. Un Paulson Adebo, un Javon Holland. Je trouve que c'est des joueurs sérieux, des titulaires NFL de bon niveau. Donc là-dessus, ça continue de consolider cette défense qui était déjà pas inintéressante l'an dernier. Maintenant, le travail, encore une fois, et depuis, j'ai l'impression maintenant, j'ai presque envie de dire depuis 10 ans à New York, et du côté de l'attaque. Ah, puis c'est là aussi où on attend Brian Daboll, encore une fois. On rappelle que c'est censé être un spécialiste offensif. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, notamment dans le développement de Josh Allen du côté de Buffalo. Donc c'est sûr que là, va falloir voir ce qu'il arrive à tirer d'un Russell Wilson qui fait pas beaucoup de vagues ces dernières années, qui fait ses saisons. Après, on voit qu'il y a quand même un petit plafond de verre désormais. Ça avait été assez criant en décembre avec les Steelers. Si déjà les Giants arrivent à arriver dans les standards des Steelers habituels, à savoir au moins 8-9 victoires, je pense qu'on signera dès demain du côté de Brian Daboll. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les Giants. On va donc enchaîner tout de suite avec nos tops, nos flops et nos débats. This tax season at Boost Mobile, when you buy 6 months on our best unlimited plans, we will give you the next 6 months for free. Plus, enter to win up to $10,000 and double your tax refund. Your refund, your rules. Requires upfront payment. Taxes and fees extra. Terms and exclusions apply. Visit boostmobile.com for full offer terms and sweeps details. Support for this podcast and the following message is brought to you by E-Trade from Morgan Stanley. With E-Trade, you can dive into the market with easy-to-use tools, $0 commissions, and a wide range of investments. And now there's even more to love.
Get access to industry-leading research and insights from Morgan Stanley to help guide your decisions. Open an account and get up to $1,000 or more with a qualifying deposit. Get started today at eTrade.com. Terms and other fees apply. Investing involves risks. Morgan Stanley Smith Barney LLC, member SIPC. eTrade is a business of Morgan Stanley. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on va commencer par le côté positif des choses. Parce que c'est toujours important de garder le meilleur de ce qui se passe dans la Free Agency. Et on va donc commencer cette première partie d'émission. Alors, on n'était pas forcément toujours d'accord sur toutes les préférences, mais il y a quand même quelques équipes sur lesquelles on s'est accordé, notamment une équipe qui, elle aussi, a été très très active, non seulement en saison régulière, mais aussi pendant l'intersaison, les Washington Commanders, on le rappelle, finalistes de conférence en titre, si j'ose dire, au sein de la NFC et qui n'ont pas hésité donc à se montrer extrêmement actifs. Alors, le point d'orgue, Raph, je vais juste rappeler les différentes transactions, mais le point d'orgue, c'est forcément ces échanges qui leur ont permis de récupérer le tackle gauche Laremy Tunsil en provenance de Houston et également Deebo Samuel, le receveur des San Francisco 49ers. Après, on a quelques ajouts qui sont pas inintéressants, quelques joueurs de retour. Tout d'abord, Marcus Mariota, c'est plus pour le rôle de backup de Jayden Daniels, mais on a aussi et surtout Zach Ertz, le tight end en attaque, Bobby Wagner, le linebacker en défense, Clelin Ferrell qui apportait un peu de rotation sur le poste de pass rush, le pass rush justement qui a été renforcé par Dietrich Wise en provenance de New England, un autre patriote également qui arrive sur le poste de cornerback, à savoir Jonathan Jones, et puis on peut rajouter également Javon Kinlaw, le lineman défensif des Jets, ou encore Will Harris, le safety assez polyvalent des Saints. Je crois n'oublier globalement personne. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce petit marché réalisé par Adam Peters pour sa deuxième saison à la tête des Commanders? Forcément les échanges montés en attaque qui viennent renforcer ce qui a semblé en tout cas l'an dernier être un point fort du côté de Washington, c'est cette attaque. Là, on décide de donner encore plus d'armes et de protection pour le coup, on va dire, avec Laremy Tunsil à Jayden Daniels. On fait totalement confiance au jeune quarterback. On a le sentiment du côté des Commanders d'avoir trouvé la bonne formule, la bonne pièce, on va dire, avec le jeune quarterback. Donc on fait au mieux pour l'entourer. Donc là-dessus, moi je trouve ça vraiment intelligent, cohérent. Et alors certains pourront dire peut-être précipité du côté des Commanders, avec pas mal de choix de draft balancés rapidement. Écoute, l'avenir leur donnera raison ou pas, mais sur le papier, je trouve que c'est une intersaison, c'est une des meilleures intersaisons clairement. Ils étaient déjà arrivés en finale de conférence, alors je suis pas certain qu'ils arrivent à reproduire l'exploit, mais ils ont montré qu'ils pouvaient avoir des ambitions, ils continuent de les nourrir, donc à partir de là, c'est une intersaison de gagnants, j'ai envie de dire. Oui, je pense que le plus important, c'était aussi clairement de garder cette ossature qui avait été d'une insolente réussite, qui avait provoqué en tout cas cette insolente réussite en play-off. Et globalement, c'est ce qu'ils arrivent à faire. J'ai cité par exemple Ertz et Wagner, mais ça fait partie, on peut dire que c'est des joueurs vieillissants, mais en tout cas, ça fait partie des cadres justement qui peuvent entourer cette jeune garde plein de culot qu'on a clairement vu en progression tout au long de la saison 2025. On arrive même à créer des vocations, des gens qui veulent revenir de leur retraite. On sait qu'Eddie Goldman, un coup est parti, un coup est revenu, finalement il revient dans la rotation de la ligne défensive. Michael Gallup également, ancien receveur de Dallas, qui vient pour apporter une petite rotation. Là aussi, ce seront clairement pas des titulaires, c'est juste pour la petite plaisanterie, mais c'est sûr que ça leur laisse quand même une petite latitude. Le petit bémol peut-être que je trouverais, c'est que voilà, il y a certains postes, peut-être on a remplacé des joueurs. Est-ce qu'on est vraiment gagnant? Remplacer un Jeremy Shinn par un Will Harris, est-ce que c'est vraiment meilleur sur le papier sur le poste de safety? Est-ce que remplacer un Dante Fowler qui tournait très bien dans le système de Dan Quinn, par Dietrich Wise, est-ce que tu as vraiment les mêmes qualités intrinsèques et surtout un peu plus de pression? C'est ces éléments-là qui vont être à rectifier, mais après, on le répète, on analyse ça après 15 jours de free agency et surtout, on analyse ça en amont de ce qui va être réalisé à la draft. Et ce qui est quand même important, c'est que globalement, cet effectif des Commanders, il est très complet. Il y aura quelques petites retouches à apporter,
mais c'est en tout cas assez annonciateur de très bonnes choses. On passe à la deuxième équipe qui a vraiment marqué des points à nos yeux. Alors ça, j'avoue, c'est mon petit coup de cœur. Je tenais absolument à en parler. Les Buffalo Bills, là aussi, un autre finaliste malheureux de janvier dernier, où pareil, alors on avait l'avantage quand même du côté de Buffalo, il faut le dire, de ne pas avoir beaucoup de titulaires véritablement disponibles sur le marché. À part peut-être des joueurs du backfield défensif, il n'y avait pas énormément de joueurs qui étaient susceptibles de pouvoir quitter le navire. Et je trouve que vraiment, ce qu'a réalisé Brandon Beane pendant l'intersaison, je serais curieux d'avoir ton avis après, mais je trouve que c'est quand même globalement une masterclass pour avoir beaucoup de rotation. Alors le point d'orgue, c'est bien entendu cette signature de Joey Bosa, qui était plus vraiment titulaire aux Chargers parce que beaucoup blessé en tout cas, et qui là va arriver un peu dans un rôle de super rotation aux côtés de DJ Penessa et Grégory Rousseau. On a d'autres joueurs également qui n'ont pas démérité jusque-là. Michael Hoyt, l'autre pass rusher en provenance des Rams. Larry Ogunjobi, lineman défensif des Steelers. On a Joshua Palmer qui était jusque-là receveur numéro 3 chez les Chargers. On rappelle une énième fois qu'en plus, il réalise toutes ces opérations en ayant signé sur le long terme, re-signé sur le long terme Grégory Rousseau, Khalil Shakir, Terrell Bernard et bien entendu Josh Allen avec son contrat de 6 ans et de $330 millions. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'encore une fois, on sait qu'il manque pas grand-chose à cette équipe new-yorkaise, et en plus de titulaires, tu peux avoir une rotation extrêmement solide pour attaquer les principaux favoris de l'AFC. Écoute, je suis globalement d'accord avec toi. C'est pas forcément l'intersaison que je préfère. J'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'on n'en reparle pas dans cette émission. Mais par exemple, à titre personnel, tu vois, si je préférerais celle des Vikings si on me demandait vraiment de sortir un nom d'équipe plus fort sur cette intersaison, on va dire ça comme ça. Mais là où je te rejoins, du côté de Buffalo, je trouve malgré tout que c'est un très très bon travail réalisé cette intersaison. Parce que, à quelque part, c'est quand même plus facile d'améliorer un effectif faible lors de la free agency que d'améliorer un effectif de finaliste de conférence. C'est quand même plus compliqué. Et malgré ça, tu l'as dit, je trouve en tout cas que Buffalo sort meilleur de cette intersaison, que l'équipe est plus complète, a plus de rotation. Les profils, tu as cité les joueurs, mais du coup, c'est pour ceux qui découvrent la NFL ou etc. et qui ont regardé les profils de ces joueurs, on est quand même sur des joueurs qui ont en moyenne 5-6 ans d'années d'expérience en NFL, des joueurs qui sont habitués à être titulaires, peut-être pas tout le temps, en dehors peut-être du Cabossa, mais pas forcément les joueurs les plus talentueux, mais globalement des joueurs quand même de devoir qui ont j'ai envie de dire un plancher assez correct en NFL. Tu sais beaucoup qui ont déjà joué les playoffs, c'est ce que tu disais dans les grandes lignes, mais oui, c'est aussi ça qui est important. Ouais, ils ont joué les playoffs, ils sont habitués à ces joutes-là, donc je trouve que du coup, tu as un groupe qui était déjà un effectif qui était très complet, qui l'est encore plus, avec des petites touches comme ça, et c'est vraiment pas facile à réussir à faire à ce niveau-là dans ce contexte-là. Donc l'intersaison des Bills, je te rejoins, est pour moi réussie, et si tu regardes les 4-5 équipes les 4 équipes en finale de conférence, et allez, si on élargit peut-être aux Ravens, qui sont toujours un peu à épingle tirée avec les Chiefs et les Bills, moi je trouve que Buffalo est peut-être de ces 5 équipes-là l'équipe qui s'est le plus renforcée cette intersaison lors de cette free agency, et ça c'est costaud. Bon, les Ravens, de toute façon, on sait, ils jouent les choix compensatoires de draft. De toute façon, ils vont pas trop miser sur le marché, pas tout de suite en tout cas. Mais c'est sûr que je te rejoins là-dessus. Le seul petit truc qu'on pourra peut-être relativiser éventuellement, si on veut voir le verre à moitié vide, c'est rappeler également qu'on a quand même des suspensions de 6 matchs. Justement, les 6 premiers matchs de la saison pour Ogunjobi et Hoyt pour des prises de produits interdits. Donc ça peut être un petit bémol. On rappellera encore une fois la fragilité extrême de Joey Bosa. Je ne sais même pas s'il a déjà fini une année en carrière. Donc ça, forcément, il va falloir le mettre dans du formol. Va falloir trouver une cuve assez grande du côté de Buffalo. Mais voilà, en tout cas, ça me paraissait important de mettre ça en avant. Comme Washington, on a vraiment tout considéré, notamment la profondeur pour cette équipe des Bills. On passe à nos points négatifs. Voilà. Et là, là, ça va grincer des dents sévères dans quelques minutes, je peux vous le dire. On va commencer en douceur avec les Tennessee Titans. Futur premier choix de la draft, faut-il le rappeler, mais qui avait quand même pas mal de choses à considérer, de fait forcément, parce que c'était la moins bonne équipe du plateau.
En termes de bilan. Et au niveau des recrutements, alors qu'est-ce qu'on a exactement ? Alors, on a recruté notamment sur la ligne offensive avec l'arrivée de Dan Moore, le tackle de Pittsburgh, pour 4 ans. Kevin Zeitler, le garde qui était jusque-là, je crois. Alors, j'ai oublié son équipe. Il était aux Lions, Il était aux Lions l'an dernier, ouais. Kevin Zeitler, tout à fait. En attaque, on a également Van Jefferson qui arrive sur le poste de receveur, lui qui était jusque-là du côté des Steelers. Et puis pas mal d'investissements également en défense avec Lorenzo Carter qui arrive d'Atlanta, Draymond Jones qui arrive de Seattle, Cody Barton qui était, je crois, du côté de Denver l'année dernière. Et on a également Xavier Woods, le safety en provenance des Carolina Panthers. Tout ça en faisant re-signer notamment Sébastien Joseph Day sur la ligne défensive. Alors tu parlais d'équipes qui forcément peuvent avoir des moyens pour redresser un petit peu la barre. Tout n'était pas acheté l'année dernière à Tennessee, notamment en défense. Mais on s'interroge quand même un petit peu sur les choix qui ont été faits, notamment offensivement, Raph. Ouais, on s'interroge sur les choix offensifs. On a quand même une équipe de Tennessee qui va... Alors, je vais pas tellement les attaquer sur le fait de surpayer certains joueurs parce qu'on sait très bien que les équipes qui ont qui ont de la masse salariale, qui sont plutôt faibles à la free agency sont toujours obligées un peu de surcompenser ce niveau-là en allant payer un peu plus. Donc moi, c'est pas tant le montant qu'ils ont mis par exemple sur Dan Moore, c'est plutôt le fait qu'en fait ils vont chercher, à mon sens, ils sont allés chercher des joueurs moyens tout simplement. Dan Moore en est clairement l'exemple numéro 1 en tant que tackle. C'est un tackle moyen du côté de Pittsburgh. Je trouve ça dommage que l'ambition pour une équipe qui avait pas mal d'argent ce soit de pas trouver mieux ou de ne pas avoir réussi. Kevin Zeitler a fait une bonne saison en tant que garde. Maintenant, il a quand même 35 ans. Il va sur ses 36 ans. Est-ce que c'est vraiment une solution pour stabiliser une ligne offensive? Et puis même logique, est-ce que c'est meilleur que Dylan Radons? C'est ça la question que je me pose. Écoute, je sais même pas parce que je pense que de surcroît, je pense que Zeitler, il a été vu très beau l'an dernier parce qu'il a autour de lui une ligne offensive qui marchait tellement, qui était tellement solide que ça a eu tendance peut-être à élever un peu l'évaluation que certains ont pu faire de lui. Je suis pas sûr qu'il était si bon que ça l'an dernier, c'est un autre débat. Mais voilà, tu bricoles avec un joueur moyen au poste de tackle, un joueur qui a déjà 36 ans au poste de garde, donc j'ai pas l'impression que tu te trouves des solutions vraiment long terme pour ta ligne offensive, qui est un problème là pour le coup à Tennessee depuis déjà pas mal de temps. Et puis la défense, t'en as parlé. C'est vrai que c'était une défense correcte l'an dernier, mais il y a eu pas mal d'ajouts quand même faits cette année, et moi je trouve que aucun des ajouts faits n'a de fort potentiel en fait. Bah alors, moi c'est ce que j'allais dire aussi, c'est-à-dire que là forcément je mets l'emphase sur l'attaque parce que il y a cette situation, notamment sur le poste de quarterback, encore une fois, et où on parlait tout à l'heure de Russell Wilson, qui était une piste potentielle par exemple pour aller à Nashville si ça se concrétisait pas avec les Giants. Là aujourd'hui, si on analyse un peu froidement, parce que je ne crois pas, même si ce podcast peut très mal vieillir, je ne crois pas que Tennessee d'un coup va se mettre dans les enchères pour Aaron Rodgers, surtout vu la situation actuelle de Tennessee. Je suis pas sûr que ce soit un deal gagnant-gagnant en l'occurrence. Pour moi, la seule solution vraiment concrète aujourd'hui qu'ils peuvent avoir en termes de quarterback d'expérience, si vraiment ils veulent tenter le coup, c'est un trade pour Kirk Cousins. Mais du coup, ça comprend des choix de draft potentiels que tu n'aurais pas eu à utiliser potentiellement pour un Wilson ou pour un autre. Et ça fait que tu te retrouves dans une situation, si c'est un quarterback rookie, ce qui a de fortes chances d'arriver avec le premier choix de la draft, encore une fois, vu la classe de quarterback que tu as sur le papier et des joueurs inexpérimentés, le mettre en concurrence avec Will Levis, ça va pas faire triper les fans des Titans toutes les semaines, j'en suis pas persuadé en tout cas. Encore plus avec une escouade de receveurs où tu t'es affaibli avec un Nick Westbrook-Ikine qui est parti à Miami et pour qui t'es pas vraiment gagnant. Et puis t'allais parler peut-être de la défense, mais moi il y a deux choses qui m'interpellent, c'est-à-dire que il y a des joueurs encore une fois en effet de devoir, de complément, mais pas forcément des playmakers absolus. Et pour les faire venir dans le même temps, tu te sépares. Alors t'envoies Kenneth Murray du côté de Dallas, qui a jamais vraiment répondu aux attentes qu'on avait placées en lui, à savoir le linebacker hyper athlétique, capable de monter très rapidement sur le porteur de balle. Si c'était un joueur assez inconstant, mais en tout cas ça restait un titulaire affirmé. Et aujourd'hui, Cody Barton et James Williams, ce genre de deuxième année, c'est pas transcendant sur le poste de linebacker. Et puis sur le pass rusher, sur le poste de pass rusher, tu avais un Harold Landry qui certes n'était pas dans ses meilleures années, mais tu as essayé de le trader, tu n'as pas réussi. Finalement, tu le coupes pour lui permettre de partir librement où il le souhaite. Et en contrepartie, tu récupères quoi? Lorenzo Carter et on va dire éventuellement Draymond Jones qui peut jouer sur différents postes sur la D-line. C'est quand même un peu moyen. Et encore une fois, je le disais aussi tout à l'heure,
t'as un edge rusher superstar qui se présente à la draft et tu te retrouves dans une position où de fait, a priori, à l'heure actuelle, tu vas devoir choisir entre ton quarterback numéro 1 ou ton edge rusher qui peut potentiellement être un joueur générationnel, comme manifestement semblait le souhaiter Dave Borgonzi, le nouveau general manager des Titans. Oui, non, mais je te rejoins sur l'analyse. Comme tu le dis, moi, la défense qui m'embête, c'est ce côté. On n'a pas été choisir des joueurs avec un fort potentiel, mais c'est des joueurs au mieux corrects, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Enfin, je crois pas, sauf explosion spontanée d'un de ces joueurs, mais que ce soit Woods, Barton, Draymond T. Jones, voilà. Et ça m'embête de surcroît parce que les Titans avaient pas mal d'argent disponible. En termes de dépenses, après 2 semaines, ils sont quand même dans le top 10 des équipes qui ont le plus dépensé à la free agency. Mais tu l'as dit, il y a 82 millions sur Dan Moore aussi. Là. Bien sûr, mais si tu veux, quand tu regardes ça, est-ce que c'est une... Enfin, top 10 en dépenses, mais t'es loin de les mettre dans le top 10 des meilleurs free agency, tu vois. Donc pour moi, à partir de là, il y a quand même si bien sûr, il y a beaucoup d'argent sur Moore, mais je pense qu'avec l'argent qu'ils avaient, les besoins qu'ils avaient, ils auraient dû faire mieux que ça, et notamment en termes de talent. Donc pour moi, c'est quand même une intersaison ratée. Déjà que la saison dernière a été quand même très compliquée. On s'est un peu questionné sur Callahan. Là, je trouve que l'équipe stagne quand même très très fortement. Ah, c'est sûr. Si t'as pas un coaching staff qui peut réaliser des super ajustements et que t'as pas une équipe qui tire ça vers le haut, c'est... Encore une fois, on présage peut-être un peu. Hein. La free agency n'est pas totalement terminée. On le souhaite bien entendu aux fans de Tennessee. Tout à fait. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore véritablement cramponné à nos sièges en voyant les opérations qui sont réalisées par Brian Callahan et Dave Borgonzi. On va passer à la deuxième équipe. Je sais pas si ça va t'inspirer beaucoup, Raph, mais je pense qu'il faut parler des Falcons quand même. C'est terrible ce qu'on voit, véritablement. Une équipe qui n'était pas si loin que ça des playoffs l'année dernière. Alors vous me direz, ils sont dans l'impressionnante NFC Sud depuis 2 ans. Mais en tout cas, très honnêtement, on n'a pas spécialement l'impression que l'écart s'est resserré avec les Buccaneers. J'aurais même l'impression contraire au sortir de ces 15 derniers jours. Alors là pareil, je parle de départ de joueurs emblématiques, difficile de faire aussi emblématique comme départ que celui de Grady Jarrett qui à peine 25 minutes après sa coupe avait été signé par les Chicago Bears. Et puis si on regarde les joueurs importants qui ont été recrutés, on sait qu'ils ont des besoins notamment sur la défense et sur la ligne défensive. Leonard Floyd qui arrive de San Francisco, là aussi quelques heures après avoir été coupé. Morgan Fox qui était je crois dans la rotation du côté des Chargers l'année dernière, Kentavius Street qui a été re-signé. Bon, il n'y a rien de très très excitant. Divin Diablo, linebacker des Raiders, qui arrive peut-être aussi pour mettre un peu de concurrence avec Troy Andersen, qui était souvent blessé. Jordan Fuller, qui arrive sur le poste de safety, lui qui était aux Panthers l'année passée. Il y a la prolongation de Jake Matthews, mais franchement, là, très clairement, Terry Fontenot joue aussi très très gros cette année. Et là, on a l'impression que cette situation où il a voulu mettre tous les œufs dans le même panier l'année dernière avec 2 quarterbacks, ça lui pète un peu à la figure parce que le contrat de Kirk Cousins avec des équipes qui se bousculent pas pour proposer des échanges, ça met Atlanta dos au mur et ça les oblige à recruter là aussi des joueurs plus besogneux que vraiment impactants. Oui, c'est ça, t'as tout dit. Cousins et son contrat forcément commence à bloquer commence à bloquer la masse salariale. Ça aurait pas été un problème si Cousins avait été au niveau attendu par l'équipe. J'ai envie de te dire, ça vaut le coup de se bloquer la masse salariale si tu as un top quarterback. Le problème, c'est que c'était pas le cas l'an dernier et il a même fini par perdre l'équipe. Donc a priori, voilà. Donc tu te bloques et ça t'oblige pour cette défense qui avait besoin de renfort d'être limitée. T'as cité les noms, mais c'est vrai qu'on a un pass rush du côté d'Atlanta qui est inexistant depuis maintenant quasiment 20 ans. Allez, il y a eu la belle saison Vic Beasley. Cette comète Beasley qui a... Ça remonte à 2015 quand même. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. T'étais pas bon sur la décennie, mais bon, 10 ans, ça fait beaucoup quand même. Et encore 10 ans, j'ai envie de te dire qu'à ce moment-là, il portait de manière un peu solitaire le pass rush. Tu vois, clairement. C'était même pas vraiment un truc d'équipe, on va dire, comme ça a pu être le cas chez les Eagles il y a 2 ans, par exemple, 2-3 ans. Bref, tout ça pour dire que Leonard Floyd n'a bien entendu pas la capacité de porter, de donner une autre dimension à ce pass rush. Divin Diablo, t'en as parlé, moi je l'ai quand même trouvé globalement faible du côté des Raiders. Je pense que s'il y avait eu un bon joueur, s'il avait été un très bon joueur, Las Vegas se serait permis de le garder parce qu'ils n'en avaient pas des masses non plus en défense du côté des Raiders.
Donc, oui, manifestement, ils étaient prêts avec du cash sur le linebacker des Patriots, Christian Ellis, donc c'est pas impossible en effet qu'ils aient mis ça. C'est ça, donc tu vois, on est sur un joueur qui pour moi est remplaçant et plutôt un niveau de remplaçant. Enfin voilà, c'est des ajouts de joueurs très très moyens, et là où je te rejoins, c'était un peu ta conclusion, c'était même presque ton intro plutôt. C'est que je les vois vraiment comme un des perdants de cette intersaison, parce que je trouve que l'écart s'est énormément creusé avec les Buccaneers. Pour le coup, Tampa Bay, on l'a pas évoqué dans les gagnants, mais j'ai failli les mettre dedans. Ouais, Tampa Bay fait une vraie belle intersaison, et donc là, le retard pris par Atlanta, va falloir espérer faire un home run à la draft, quoi. Alors justement, ça tombe bien que tu dises ça, parce que du coup, je les mets pas dans les perdants uniquement pour le plaisir de me scarifier. Voilà. On rappelle quand même qu'Atlanta n'a que 4 choix de draft. Parce que notamment, ils ont fait des échanges pour récupérer Matt Judon. Alors Matt Judon est toujours sur le marché, donc peut-être qu'il y a toujours des tractations peut-être pour le faire revenir. Ils ont misé un 3e tour l'année dernière pour l'arracher aux Patriots, avec qui les rapports étaient plus tout à fait cordiaux au début de la saison régulière. Et on rappelle aussi, et ça encore ça fait écho à la situation de Kirk Cousins, on rappelle qu'ils ont quand même perdu un choix de draft pour des négociations non autorisées avec l'agent de Kirk Cousins, en tout cas en dehors de la fenêtre prévue. Donc là, pour le coup, ça accentue encore un petit peu cette mauvaise gestion, c'est-à-dire que non seulement on ne peut pas recruter de joueurs, mais en plus, on se met encore plus dans une situation périlleuse à la prochaine draft. Et j'ai hâte d'y être à cette draft-là, parce que je vais encore espérer un edge rusher, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de centre titulaire à Atlanta, et sachant que niveau cornerback, hormis AJ Terrell, c'est encore le désert complet. Donc je pense que je vais encore manger mon chapeau. D'avance, je me prépare à cela. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Falcons. On va terminer, Raph, avec les deux équipes qui prêtent à débat. Alors là, attention, là ça va mettre des nions, hein, comme on dit dans l'Ovalie. On va commencer par les Patriots, ce qui va nous permettre d'ailleurs de rebondir un petit peu sur l'actu, puisque l'actualité de ces dernières heures, ce n'est pas uniquement l'arrivée de Russell Wilson du côté de New York, mais c'est aussi celle de Stefon Diggs du côté des Patriots, qui va me permettre au cours des 8 prochaines minutes de vous rappeler toutes les signatures des Patriots. Alors les principales, on a donc Harold Landry qui est arrivé pour 3 ans et 43 millions de dollars. Je vais accentuer principalement sur la défense, parce que c'est surtout en défense qu'il y a eu des grosses signatures. Donc Harold Landry pour 3 ans et 43 millions de dollars. Milton Williams, toujours sur la ligne défensive, pour 4 ans et 104 millions en provenance des Eagles. Le corner Carlton Davis, arrivé des Lions pour 3 ans et 60 millions. On a également Marcus Epps, le safety, qui arrive pour un peu de profondeur en provenance des Raiders, me semble-t-il, pour 1 an et un peu plus de 4 millions de dollars. Et puis offensivement quand même, j'ai oublié Robert Spillane également, qui arrive des Raiders également pour 3 ans et 37 millions. Et puis en attaque, Garrett Bradbury, fraîchement cuté par les Minnesota Vikings et qui arrive pour 2 ans et 12 millions. Morgan Moses, le tackle expérimenté, pour 3 ans et 24 millions. Et du coup, Stefon Diggs, il me semble que c'est 3 ans pour 69 millions de dollars. Il y avait également eu dans une moindre mesure sur le poste de receveur Mac Collins, qui est arrivé en provenance, il change tellement d'équipe, de Miami, je ne sais plus où il jouait l'année dernière. J'ai un trou de mémoire. Mais à Buffalo. Et Austin Hooper également, donc le tight end qui a été re-signé. J'ai parlé notamment des millions de dollars pour tous les joueurs. Raph, c'est pas un hasard, puisque forcément les Patriots sont l'équipe qui a le plus dépensé au cours de cette intersaison. Je crois que sur les montants distribués, on a un peu plus de 330 millions ou quelque chose dans le genre sur tous les contrats offerts. Qu'est-ce qu'on doit en penser globalement de cette draft des Patriots? Est-ce que tu en es content ou déçu globalement? Eh ben écoute, je vais inviter notamment Victor Rouillet, s'il nous écoute, à se boucher les oreilles, parce que je sais qu'on est en grand désaccord là-dessus. Moi, je trouve cette intersaison cette free agency, plus précisément des Patriots, je la trouve bonne. Moi, j'aurais presque été prêt à les mettre parmi les vainqueurs. Pas le grand vainqueur de cette free agency, mais parmi les gagnants de cette free agency. Je trouve que l'effectif s'est clairement amélioré. Alors certains, les mauvaises langues diront il était tellement bas que c'était pas très compliqué. Je peux entendre effectivement cet argument, mais je la trouve très cohérente parce que certes il y a beaucoup d'argent dépensé. Maintenant, quand on regarde dans le détail les structures des contrats, par exemple un Milton Williams, tout le monde a décrié son contrat. Mine de rien, il y a une belle porte de sortie au bout de 2 ans pour le couper sans perdre trop d'argent si ça se passe pas si bien. Enfin voilà, dans le détail, c'est pas si
c'est pas de l'argent balancé par les fenêtres à mon sens, et surtout en termes, enfin l'apport des joueurs, moi je trouve vraiment cette free agency cohérente. Milton Williams, l'an dernier, les Patriots, c'était l'équipe qui arrivait à mettre le moins de pression depuis l'intérieur de la ligne. Ils font venir un joueur qui a du talent et du potentiel comme Milton Williams. Alors bien sûr, ses stats à Williams ont peut-être été gonflés l'an dernier parce qu'il était à côté de Jalen Carter dans le système des Eagles. Mais enfin, c'est pas parce qu'il était bien accompagné que ça en devient une pompe une fois qu'il quitte l'équipe. Je veux dire, c'est après, quand même faut voir d'un point de vue santé, mais a priori, il se retrouvera aux côtés de Christian Barmore, donc c'est pas non plus c'est pas le talent de Jalen Carter, mais de ce qu'on a vu il y a 2 ans, ça peut être un super duo. Je suis bien d'accord. Donc c'est pas pour autant que Milton Williams va devenir un mauvais joueur. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment pour le coup un talent, enfin un potentiel. Harold Landry, tu l'as dit, l'an dernier, il était un peu en difficulté sur le pass rush. Mine de rien, c'est encore 9 sacs. Il y a la connexion avec Mike Vrabel. Ce que tu allais dire, pardon. Ouais, pardon, mais il a été connexion avec Mike Vrabel. Effectivement, ça va être son vrai capitaine sur le terrain, son vrai leader. Il était aussi bon contre la course l'an dernier. Cleveland Chason, on n'a pas trop parlé. C'est vrai que c'est un joueur qui est un peu déçu, qui n'a pas atteint le potentiel qu'espéraient les Jaguars, notamment quand ils l'ont sélectionné. Mais bon, c'est un joueur de 26 ans. Il sort de sa meilleure saison, mine de rien, l'an dernier chez les Raiders. Moi, je pense qu'il peut progresser avec Vrabel, avec un vrai coaching. Et puis en attaque, Diggs, pour moi, c'est un receveur numéro 1. On verra son genou, mais c'est un receveur numéro 1 sur le papier. Morgan Moses, c'est bien meilleur que ce qu'il n'avait jusque-là au poste de tackle. Écoute, moi, je trouve ça cohérent. C'est des vétérans. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, il y a une chose que je vais dire tout de suite. J'aurais mis, j'avais potentiellement largement les Patriots dans les favoris. D'une part, il faut savoir que la signature de Stefon Diggs est intervenue au cours de la nuit dernière, au moment où on enregistre cette émission. Peut-être que j'aurais été un peu plus mesuré quand on a fait le conducteur si j'avais vu Stefon Diggs. Parce que moi, la principale chose qui me dérange quand même globalement, et ça rejoint quand même, même si Diggs a signé, ça change pas totalement cet état de fait. J'insiste quand même sur le fait que défensivement, il y a des choses qui ont été faites. On a beaucoup investi. En plus, on connaît Mike Vrabel. On sait qu'il est capable de mettre des grosses défenses. On l'a vu du côté de Tennessee. Parfois même d'ailleurs, au détriment de l'attaque sur certaines périodes de son mandat. Offensivement, je trouvais ça encore un peu léger. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu des investissements, mais c'est pas des investissements sans risque. On parle quand même de joueurs assez fragiles. Stefon Diggs, c'est une moitié de saison loupée cette année avec Houston. On a vu que Buffalo avait quand même fini par s'enlacer globalement, parce que ça reste quand même un receveur qui a son petit caractère. Et Morgan Moses, moi en soi j'aime bien, je te rejoins totalement sur le fait que en potentiel tackle droit, ça peut faire plus que ce qu'il y avait déjà sur le papier, mais lui aussi il reste sur une année qu'il n'a pas terminé du côté des Jets, et je sais pas quel âge il a, mais il doit être à 36-37 ans, je vais pas faire du jeunisme à outrance. Mais voilà, ça aussi, on peut quand même retrouver potentiellement les difficultés qu'on avait l'année dernière sur le poste de tackle si ça revient à se casser. Après, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur d'autres équipes, c'est-à-dire que malgré tout, on s'est laissé une certaine latitude du côté des Patriots de dire on fait une free agency majoritairement tournée vers la défense pour éventuellement, comme ça se fait des fois chez certaines équipes, blinder limite tous les choix de draft sur l'attaque. Là, je peux l'entendre. Il va leur manquer peut-être un coureur pour bouleverser un peu la hiérarchie aux côtés de Stevenson et de Gibson, s'il est toujours là. Il me semble qu'il est toujours dans le roster. Peut-être un autre receveur également pour continuer d'ajouter un profil un peu de playmaker. Et puis surtout, je pense au tackle gauche que tout le monde attend et espère du côté de New England pour vraiment protéger efficacement ce qui est censé être le futur diamant sur le poste de quarterback. Donc voilà. Il y a des éléments, je trouve, offensivement qui m'ont laissé un peu sur ma faim. Voilà, Mengar et Bradbury, je pense que si Minnesota s'en est séparé alors que... Bon, alors Ryan Kelly, c'est une occasion qui se présentait peut-être pas tous les ans, mais je pense que s'ils n'ont pas hésité à le couper, quitte à aller chercher un centre disponible sur le marché, c'est que, bon, globalement, il était plus trop en odeur de sainteté depuis une bonne année maintenant du côté de Minnesota. C'était pas le meilleur joueur de la O-line avec Ed Ingram, je crois, du côté de Minneapolis, et bizarrement, les deux sont partis. Donc voilà, je trouve que tout n'est pas acheté, bien au contraire, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans ce qui a été réalisé. Et je me dis même que les Patriots dans la hiérarchie me semblent passer devant les Dolphins pour l'instant de ce qu'on voit au niveau de la FC Est. Après, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se dessiner, mais en tout cas, je trouve qu'en termes d'effectifs intrinsèques, je trouve qu'ils ont marqué beaucoup de points par rapport aux Floridiens. Voilà, maintenant, va vraiment falloir accentuer un petit peu, va falloir mettre l'accent véritablement sur cette attaque qui, pour moi, a été considérée, on va dire, de manière un peu... parce qu'il fallait le faire, quoi, grosso modo. Alors, deuxième équipe...
qui nous divise, Raphaël. Alors là, on y va. Alors là, en plus, ça va faire plaisir. On a fait plaisir à Mehdi Julien, un grand fan des Patriots, et à Lucas Vola, d'ailleurs, au passage. On va faire plaisir à Raoul Villeroy, quand même. L'éternel amoureux des Los Angeles Chargers, puisqu'on va parler donc de cette intersaison avec quelques joueurs pas mal signés. Alors, je vais déjà expliquer moi aussi, parce que du coup tu l'as fait avec les Patriots pour expliquer les points forts. C'est moi qui suis plutôt assez positif sur les Chargers. Bon, déjà j'ai un biais. Ils ont signé Najee Harris. Ouais, j'en étais sûr. Je savais. Alors non, mais au-delà de la blague. Alors, Najee Harris, c'est 1 an pour 9 millions de dollars. Autre joueur des Steelers qu'ils ont signé pendant l'intersaison, c'est Dante Jackson, donc le cornerback, qui arrive pour 2 ans et 13 millions de dollars. Mekhi Becton, le garde des Philadelphia Eagles, arrive pour 2 ans et 20 millions également sur la O-line. On a le retour de Mike Williams, lui aussi en provenance des Steelers, je crois, pour 1 an et 6 millions. Et puis il y a quelques autres joueurs qui étaient titulaires dans d'autres formations. Je pense à Tyler Conklin, le tight end des Jets, arrivé pour 1 an et 3 millions. Benjamin Saint-Just, également le cornerback des Commanders. Et tout un tas d'autres joueurs. Il y a eu la prolongation également d'Elijah Molden ou de Bradley Bozeman. Alors moi, encore une fois, il n'y a rien de flashy dans cette draft des Chargers, très clairement. Mais je trouve qu'il y a des choix quand même globalement judicieux. Moi, j'aime bien ce qui est fait sur le backfield défensif, qui était un secteur qui avait besoin d'être renforcé, même si on a vu des belles surprises l'année dernière, avec notamment l'arrivée de Molden en provenance de Tennessee, ou l'émergence tout simplement, ne serait-ce que d'un Tyreek Steele sur le poste de corner. On apporte un peu plus d'expérience, un peu plus de capacité également à provoquer des pertes de balles. Dante Jackson, on sait que c'est une de ses spécialités année après année, et c'est tout sauf un mauvais calcul de l'injecter dans une équipe très axée sur la défense, et dont on voit déjà que le coordinateur Jesse Minter commence à faire de très très bonnes choses avec ce groupe-là, malgré justement certaines escouades un peu incomplètes l'année dernière. La ligne défensive a été pas mal remanié. J'ai pas cité tous les noms en l'occurrence, mais il y a des joueurs que je trouve assez intéressants. Dashon Hens était précieux dans la rotation du côté de Détroit. Tein Tart, c'est un journeyman, comme on dit, un joueur qui se balade un peu partout. Mais en tout cas, il n'y a pas de titulaire à proprement parler dans cette équipe, mais c'est vraiment une ligne défensive qui va beaucoup tourner et être assez harassante pour l'adversaire. Et après, pour le coup, au-delà de la blague, on sait que Najee Harris a souvent été très dépendant de sa ligne offensive, ce qui, statistiquement, ne l'a pas empêché sur ces 3 ou 4 dernières années, je crois, de faire toujours 1000 yards. Ouais, avec 500 portées. Dans une attaque des Chargers où je crois Jim Harbaugh aime bien courir, où je crois qu'il aime bien mettre l'accent sur la O-line, ça me paraît pas être le choix le plus farfelu. Voilà. Je me dis qu'il est peut-être un peu moins fragile que ce qu'on pouvait avoir l'année dernière avec J.K. Dobbins et Gus Edwards, sachant que J.K. Dobbins, lui aussi, ça a été une véritable résurrection dans ce système offensif des Chargers. Donc, c'est ce qui m'amène quand même à me dire que les Chargers, qui étaient en play-off l'année dernière, restent largement candidats à rester en play-off dans une conférence américaine qui est pourtant assez disputée. Écoute, j'entends tes arguments, mais disons que je suis pas hyper convaincu. Moi, je vois cette free agency des Chargers et j'ai envie de me demander, Jim Harbaugh, qu'est-ce que tu fais ? Et alors, je dis ça un peu sous le ton de la blague et provoque, parce que en vrai, je vois bien le modèle Harbaugh et ce qu'il y a derrière, avec l'idée de joueurs sérieux, d'un système. J'ai presque envie de dire d'un système au-dessus des joueurs et des hommes, on va dire, et que il veut des joueurs qui rentrent dans un certain moule, etc. Donc je vois la philosophie qu'il y a derrière ça. Maintenant, tu l'as dit, tu as une équipe des Chargers qui quand même atteint les playoffs l'an dernier, tu as un coaching sérieux, tu avais une enveloppe à la free agency qui était top 5, et qu'est-ce que tu fais de cette enveloppe ? Bah pour moi, désolé, mais t'en fais rien en fait. Tu ne fais pas venir de top players, tu ne fais pas venir de joueurs d'élite qui font passer un cap, justement. Moi, je crois pas trop au côté de la NFL, tu peux gagner sans joueurs d'élite et juste avec le bon système. Je crois pas à ça. Pour moi, il te faut des talents, des joueurs avec un talent particulier. Et malheureusement, alors que Los Angeles avait de l'argent cette année, ils en font pas venir, ils en trouvent pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même des pertes importantes en défense. Un Poona Ford est important. Un Christian Fulton, pour moi, c'est meilleur que Dante Jackson. Il y a débat. Deux voilà, profils différents, mais il y a débat. Il y a un débat dans le débat. C'est ça. Najee Harris, pour le coup, bon, je te rejoins. Je pense que je pense qu'il va fonctionner dans ce système. J'ai pas tant de soucis avec lui, mais est-ce que l'ajout d'un coureur était ce qu'il fallait faire en priorité, en premier ? Je sais pas. Surtout pour une saison. Le contrat me laisse un peu dubitatif.
Voilà, moi c'est plus au-delà même des joueurs en tant que tels ou des contrats offerts, c'est que je trouve qu'en termes de philosophie pour le coup et d'agressivité, il manque quelque chose à cette intersaison et à cette free agency des Chargers. Je trouve qu'on n'a pas poussé le curseur assez loin dans ce qu'on pouvait faire grâce à l'argent disponible et que finalement on est resté presque trop timide. Et à ce niveau-là, moi je les trouve un peu perdants de cette free agency parce qu'ils pouvaient faire mieux. J'espère qu'ils ont encore le temps. Ils ont peut-être encore le temps et ils vont peut-être nous surprendre, mais je sais pas. Moi, je trouve ça dommage d'avoir géré un peu à l'image de Jim Harbaugh cette free agency désolé de l'expression, mais en bon père de famille, quoi. Prendre des joueurs sans risque. Après, c'est vrai que je l'ai pas cité dans les re-signatures. Ils ont réussi à préserver quand même Khalil Mack. Oui. Ah bah heureusement. Bah alors là, je t'en parle même pas. Tu vois, alors pour le coup, c'est le seul joueur véritablement où ils ont envoyé le flouze, parce que 18 millions sur un an, ils ont mis les moyens pour le conserver, sans forcément se mettre devant le fait accompli l'année prochaine. Après, c'était une grande spécialité de cette intersaison, les contrats de 1 an. Visiblement, on prépare les billes pour l'année prochaine. Je sais pas ce qui se passe sur le marché, j'ai pas encore tout étudié, mais visiblement, soyez prêts. Mais oui, non, mais j'entends ce que tu dis. Après, est-ce qu'il y avait vraiment tant de joueurs que ça? C'est ce que j'allais dire aussi. On rappelle que Joe Ortiz, le general manager, il vient de Baltimore. Les Ravens nous ont jamais véritablement habitués à envoyer des 70 millions sur 1 ou 2 ans sur des joueurs. Non, je disais ça avec le ton de la plaisanterie sur les choix compensatoires, mais c'est peut-être aussi le modèle qu'il veut inculquer du côté de la Californie. Non, j'entends sur le côté Baltimore a jamais mis des énormes sommes, mais Baltimore a aussi su par moment, je pense notamment à Roquan Smith, aller chercher via des échanges, faire un peu monter des enchères pour, par exemple, moi c'est un truc tout con, mais un Trey Hendrickson qu'on disait partant du côté des Bengals. Pourquoi ne pas... Alors peut-être qu'ils vont me faire mentir. C'est encore une piste. Sachant qu'ils n'ont pas remplacé, à mon sens, numériquement Joey Bosa, même si on sait que Tuli Tuipulotu est censé prendre la relève. Khalil Mack n'est pas l'avenir en tant que tel, vu son âge aujourd'hui. Donc il y a peut-être la volonté, oui, ça peut être dans les papiers et ça peut laisser cette marge de manœuvre financière, le fait qu'on n'ait pas forcément vendu la maison à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, on présage. Si on analyse durement et froidement, comme on sait le faire sur TDA, ces 15 premiers jours, c'est sûr on a matière quand même à rester sur notre fin. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser en commentaire vos avis. Êtes-vous plutôt pour ou plutôt contre? Tout d'abord le titre de Raphaël qui je pense sera ultra racoleur. Et peut-être pour ou contre tout simplement l'avis sur les Chargers. J'ai dit les Patriots, l'écart est pas si monstrueux. Manifestement sur les Chargers on est un peu plus éloignés l'un de l'autre. Ouais, c'est terrible. J'ai mal en le disant. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire globalement de ce premier bilan, enfin de ce deuxième bilan même on peut dire, parce qu'on rappelle il y avait un premier bilan la semaine dernière après une semaine. Ce nouveau bilan de la Free Agency. On vous invite bien entendu à rester connecté donc sur touchdownactu.com, notamment sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit pour continuer de suivre l'actualité de l'intersaison. C'est une Free Agency un peu lente encore une fois, où les négociations sont âpres parce qu'encore une fois, je le répète, il y a beaucoup de contrats de 1 an qui sont offerts ici et là et peut-être que c'est un peu plus compliqué par exemple de déterminer la bonne valeur d'un joueur sur une seule saison. Ça négocie sec entre les agents et les équipes. Donc on essaie de gagner un petit peu de temps. Peut-être que la classe très homogène de la draft fait qu'on attend de voir un petit peu ce qu'on va récupérer avant de savoir quels postes peuvent être vraiment à combler avec les autres joueurs disponibles sur le marché. Il y a plein de choses à suivre au cours des prochaines semaines. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez suivre toute l'actualité de la draft avec notamment le début des fiches qui vont intervenir dans quelques jours à peine à partir du 30 mars prochain. Vous avez également les chroniques habituelles qui commencent sur le site avec les présentations poste par poste des principaux prospects. Donc restez bien à l'écoute encore une fois de TDA sur touchdownactu.com et tous les réseaux qui s'y accordent. Merci encore Raph d'avoir été en ma compagnie. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite donc pour la suite de l'actualité NFL sur Touchdown Actu. À très vite. Salut à tous. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Support for this podcast and the following message is brought to you by E-Trade from Morgan Stanley. With E-Trade, you can dive into the market with easy-to-use tools, $0 commissions, and a wide range of investments. And now there's even more to love. Get access to industry-leading research and insights from Morgan Stanley to help guide your decisions. Open an account and get up to $1,000 or more with a qualifying deposit. Get started today at etrade.com. Terms and other fees apply. Investing involves risks. Morgan Stanley Smith Barney, LLC, member SIPC. E-Trade is a business of Morgan Stanley. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.